Et voilà, vous avez chaque siège à son micro. Alors, permettez-moi de vous présenter un petit peu mieux. Claire Trahan, vous êtes directrice de la mission Transition écologique et santé environnementale de la Caisse nationale d'assurance maladie, partenaire de cette 15e journée scientifique. Vous travaillez sur l'intégration des enjeux environnement-santé dans les stratégies de prévention, dans la gouvernance du système de soins également. Inès Mazurel, vous êtes doctorante en santé publique. Vos travaux portent sur les impacts sanitaires des transitions alimentaires et sur les co-bénéfices santé-climat liés à l'évolution des régimes alimentaires. Et je me permets juste de signaler que ce sont les travaux d'Inès qu'on a vus sur la partie alimentation. Donc c'est le travail d'Inès qui est en cours sur le sujet. Et vous faites bien, Kevin. Kevin, vous travaillez toujours sur les co-bénéfices sanitaires des politiques d'atténuation et notamment la qualité de l'air, l'alimentation, la mobilité, entre autres, pourrait-on dire aussi pour chacun d'entre vous d'ailleurs. Et Paul Dournion, vous êtes économiste de la santé. Vous travaillez sur les inégalités sociales de santé et sur la manière dont les politiques publiques et les déterminants sociaux structurent les trajectoires de santé. Entre autres. Alors, mon petit rituel, vous l'avez bien compris, j'ai une question en apparence anodine, en apparence assez simple, et puis c'est surtout qu'elle appelle de votre part une réponse relativement courte. Quel constat vous semble aujourd'hui impossible à ignorer quand on parle de santé et de climat? Inès Mazurel. Alors du coup, dans cette session, on s'est dit qu'on allait parler de bénéfices et donc du coup d'aspects positifs, mais du coup, moi, ce qui me marque dans le constat qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, c'est plutôt un impact, l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. On en a parlé un peu ce matin. Le changement climatique est une menace directe sur la sécurité alimentaire par différents biais, que ce soit la baisse des rendements, le changement de répartition aussi des différents types d'agriculture, mais aussi le fait que l'augmentation des températures va aussi favoriser les insectes ravageurs, et donc diminuer aussi, augmenter plutôt les pertes de manière qui peut assez drastique. Et quelque chose dont on parle assez peu souvent, c'est que l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère peut aussi diminuer la qualité nutritionnelle des aliments, et en particulier en micronutriments comme le zinc et le fer, et en macronutriments comme des protéines. Donc tout ça peut agir sur la sécurité alimentaire. Merci Inès. Et vous avez parlé de ce qui s'est dit ce matin. J'en profite du coup pour rappeler à ceux qui nous suivent en replay qu'en gros c'est vraiment une invitation à voir toute la journée, finalement, toutes les conversations qui ont eu lieu ce 10 décembre 2025 dans cette journée scientifique. Parce que finalement le programme est plutôt bien fait et que les conversations se répondent, se suivent. Il y a quand même un fil rouge, il y a quand même une construction. Et on le comprend bien, effectivement. Même question, Claire. Quel constat vous semble vraiment impossible à ignorer maintenant quand on parle de santé et climat ? Alors, je rejoins cette question de l'alimentation. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant la conversation, parce que c'est, je pense, un peu aussi l'éléphant dans la pièce sur ces sujets. Je vais me positionner du côté de l'assurance maladie. Et pour moi, le constat qu'on ne peut plus contourner aujourd'hui, c'est le fait que ces enjeux climatiques, le changement climatique, est un enjeu de soutenabilité du système et du financement du système pour ce qui concerne l'assurance maladie. On en a parlé ce matin, le changement climatique va impacter la santé, donc augmenter la pression sur le système, donc sur la demande de soins augmente, et donc le financement du système est aussi dépendant de cette augmentation de la demande. Voilà. Et par ailleurs, on a aussi parlé de perte de productivité, et aujourd'hui le financement de l'assurance maladie, de la sécurité sociale globalement est aussi lié au revenu du travail. Donc on a aussi un sujet de soutenabilité globale du système de financement de santé lié aux différentes crises environnementales et à ce phénomène du changement climatique. Merci. Paul Dournion, même question, et j'en profite pour vous remercier d'être présent. Je sais que le dos vous
vous lance pas mal. Merci beaucoup d'avoir tenu à être parmi nous. Non, mais merci à vous. Bonjour. Alors, une façon peut-être pour moi de répondre à votre question, c'est... Le micro bien... Ok, ouais. Pardon. Ouais. Merci. Moi, ce qui me frappe, enfin, le point sur lequel j'ai envie de débuter la discussion, finalement, c'est l'intrication des causes et des conséquences et leur impact sur notre capacité, notre incapacité à en faire des politiques, à les traiter dans le cadre de politiques publiques. Finalement, il me semble que la santé et le climat soient liés en soi. Je ne vois pas qui ça pourrait surprendre ici. On pourrait sortir dans la rue. Je pense que tous les gens qu'on y croiserait, quel que soit leur âge, leur profil, nous répondent évidemment que oui, il y a un lien. Et on pourrait rajouter plein d'autres dimensions de nature sociale, économique, dans l'équation si on a envie. La vraie complexité là-dedans, c'est finalement comment on fait pour traiter ça dans des politiques publiques, dans un pays qui s'est quand même beaucoup construit en silo. Voilà, je place mes conclusions dans l'introduction, mais bon. C'est très bien, et on va les aborder un petit peu plus tard aussi. Paul, merci. Kevin, même question. C'est quoi le constat qui vous semble vraiment impossible à ignorer aujourd'hui ? Le constat, c'est le cadre de cette table ronde, c'est que ces actions climatiques représentent des bénéfices pour la santé publique au global. Or, dans le débat public, l'action climatique est 95% du temps présentée sous l'angle des coûts. Combien ça coûte de transformer le secteur productif, le secteur économique, et on ignore ces bénéfices de santé qui ont un autre problème, et on y reviendra peut-être, c'est qu'on n'a pas encore les moyens de les faire rentrer dans les débats budgétaires, par exemple. Et c'est ça qui les rend invisibles. Mais donc, je pense que c'est à nous de trouver la façon de rendre ces bénéfices pour la santé visibles et plus perceptibles, et pour les faire rentrer un peu plus dans des débats politiques. Merci Kevin Jean. Claire Tran, vous travaillez donc au cœur de l'assurance maladie, là où se croisent prévention, gouvernance, transformation du système de la santé. J'aimerais vous entendre maintenant sur ce qui permet d'agir dès maintenant. C'est quoi les leviers ? Quels leviers de prévention permettent aujourd'hui de produire des co-bénéfices santé-climat ? C'est toujours pareil, c'est des questions qui peuvent appeler une réponse en une heure, évidemment. Très très large, évidemment. Alors, peut-être juste redire que effectivement l'assurance maladie, c'est un opérateur de service public qui a pour rôle de financer, de rembourser des soins. On a aussi une action de prévention, de protection de la santé vis-à-vis des assurés sociaux, et aussi un rôle d'organisation de l'accès aux soins, et on est donc présent sur l'ensemble du territoire, et on a la capacité de parler à tous les assurés sociaux et aussi aux professionnels de santé, notamment au secteur ville. Et je pense que un des leviers aujourd'hui pour générer donc ces co-bénéfices, c'est d'utiliser les professionnels de santé comme messagers sur ces questions de co-bénéfices santé-climat. C'est ce qu'on essaye de développer progressivement avec l'assurance maladie, donc sous l'impulsion aussi de notre direction générale, d'intégrer dans notre dialogue conventionnel avec les différentes catégories de professionnels de santé ces questions d'enjeux climatiques, et de pouvoir utiliser, entre guillemets, les différents professionnels, donc les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, etc., de les informer, de les outiller pour qu'ils puissent ensuite être des relais d'information de leurs patients sur ces questions de développement de l'activité physique, d'une alimentation saine et durable, et moins carnée, etc. Donc tous ces messages, et on l'a dit juste avant, l'impact de la parole d'un professionnel de santé est puissant, et permet d'embarquer largement les assurés sur ces questions. Donc on mise beaucoup sur cette transformation-là. Et où est-ce que vous voyez, ou sur quels critères voyez-vous les marges de progression les plus rapides pour réduire toutes ces expositions environnementales ? Sur quels critères ?
on vient de parler de l'alimentation, je pense que c'est vraiment un sujet très important. On a, du côté de l'assurance maladie, assez peu d'actions aujourd'hui en prévention primaire, en promotion de la santé sur ces questions. Ça fait partie des questionnements sur lesquels on va travailler en 2026. Il y a des initiatives territoriales sur le sujet. On parle de sécurité sociale de l'alimentation, on parle des ordonnances vertes, donc c'est des paniers bio à destination des femmes enceintes. Je pense qu'on a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'expérimentations en cours sur lesquelles dont on va pouvoir s'inspirer, sur lesquelles on va pouvoir capitaliser, parce que c'est un levier très très puissant. Aujourd'hui, la part des pathologies chroniques dans les dépenses de l'assurance maladie est en croissance chaque année. C'est des milliards d'euros de dépenses, et on sait qu'une part de ces pathologies chroniques est liée à une alimentation déséquilibrée, et on a vraiment un enjeu de pouvoir développer l'action, donc via les professionnels de santé, mais aussi via nos campagnes de prévention sur ces questions, et de générer là aussi d'éco-bénéfices climat, santé et dépenses de santé pour ce qui relève de l'assurance maladie. La communication sur l'impact économique est possible et fonctionne quand justement vous savez identifier les leviers à actionner, et vous savez dire ça nous coûte tant, donc si on les réduit, ça nous rapporterait tant. En gros, si je schématise, bien sûr. C'est pas aussi simple. C'est vrai que les travaux qui ont été présentés juste avant par Kevin Jean, on voit qu'on parle de décès évités, etc. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi besoin de données et de recherches complémentaires, je pense, sur les coûts de santé, donc les recours aux urgences évités, les hospitalisations évitées, les consultations, les médicaments, etc. évités. Ça permettrait sans doute d'apporter des arguments complémentaires à la mise en place de ces politiques d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Merci Claire. On va poursuivre le tour et on reviendra dans la conversation, bien sûr, sur ces aspects. J'ai envie de passer maintenant au lien direct entre climat, alimentation, santé. Inès, vous travaillez sur les impacts sanitaires des régimes alimentaires durables et sur la manière dont les transitions peuvent contribuer à la neutralité carbone, les transitions alimentaires bien sûr. Je mets les pieds dans le plat. C'est quoi les co-bénéfices majeurs des transitions alimentaires sur la santé ? De quoi on parle en gros quand on parle transition alimentaire ? Du coup, Kevin en a déjà un petit peu parlé, et puis Claire l'a évoqué aussi. En fait, on a une convergence très très forte entre les enjeux climatiques et les enjeux de santé quand on parle de l'alimentation et des systèmes alimentaires. D'un point de vue climatique, on le sait, le secteur agroalimentaire, c'est un des secteurs les plus émetteurs, environ 30% à l'échelle mondiale, 21% en France, majoritairement dû à l'agriculture et en particulier à l'élevage. Du côté de la santé, si on parle que de mortalité, c'est à peu près 20% de la mortalité au niveau mondial qui est due à des régimes alimentaires de mauvaise qualité. Trop riche en produits d'origine animale, donc de la viande, en particulier viande rouge et charcuterie, et trop pauvre en produits végétaux, donc céréales complètes et légumineuses en particulier. Et donc en fait voilà, on a une convergence très très forte, donc on peut évidemment attendre des co-bénéfices en santé majeurs au niveau de la mortalité, et donc ça a été évalué dans différents travaux précédemment, par exemple des études qui montrent que si on prend des trajectoires en accord avec les accords de Paris, justement on pourrait éviter à l'horizon 2040 des centaines de milliers de décès prématurés dans différents pays qui sont proches des nôtres, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Et c'est aussi ce que je retrouve en fait dans mes travaux au travers des 4 scénarios de neutralité carbone pour la France. Et on pourrait aussi attendre des co-bénéfices majeurs en termes de morbidité. Et donc là, c'est aussi la suite de mes travaux, mais
En fait, donc l'alimentation, elle est très liée à certaines pathologies chroniques, en particulier des cancers, des maladies cardiovasculaires, diabète du type 2, mais aussi obésité, surpoids. Donc des pathologies qui pèsent très lourd en fait, dans le bilan de la sécurité sociale. Et ça, en fait, on a aussi des données observationnelles. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, voire quelques jours, dans le Lancet Regional Health par une étude française sur la cohorte Nutrinet, donc qui a été faite donc par l'équipe qui a mis en place le Nutri-Score, qui montre que les personnes qui ont un profil alimentaire qui a le moins de pression environnementale, donc climatique, mais pas que, aussi sur d'autres indicateurs comme l'utilisation d'eau, l'utilisation de pesticides, sont aussi les personnes qui ont le moins de risques de développer des maladies chroniques, que j'ai citées juste avant. Voilà, donc on imagine que des trajectoires vers la neutralité carbone vont, de manière générale, avoir des co-bénéfices en mortalité et aussi en morbidité. Alors c'est quoi les leviers les plus rentables, j'allais dire, les plus efficaces? Pas les plus faciles, les plus efficaces. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière... oublions dans quel monde on vit. Ce serait quoi le plus efficace, là, qu'il faudrait changer? Alors, je pense que je vais avoir une réponse très frustrante, parce qu'il n'y a pas de réponse simple à un problème aussi complexe. L'idée, c'est d'agir sur toute la chaîne alimentaire. Donc, aussi, ce qu'on pense en fait souvent, c'est que l'alimentation, on a l'impression que c'est difficile de faire changer les habitudes alimentaires d'une population, parce qu'on pense que c'est des choix personnels, parce qu'on pense que on a très peu de leviers à l'échelle collective. En fait, on a quand même des exemples dans l'histoire qui montrent qu'on a pu avoir des changements assez majeurs en termes d'habitudes alimentaires dans certaines populations. Je prends l'exemple de la Pologne où à la fin du régime communiste, donc en 1989-90, ça a été la fin des subventions aussi pour certains produits d'origine animale. Et au contraire, l'arrivée de produits végétaux, fruits, légumes à bas coût. Et on a vu très rapidement, en l'espace de peut-être 5 ans, une réduction massive de certaines maladies cardiovasculaires d'environ 25%. À l'inverse, dans les années 60, jusque dans les années 2000, on a vu une augmentation très très forte de la consommation de produits sucrés, ce qui a amené aussi du coup toutes les problématiques qu'on a avec, donc obésité, surpoids. Donc en fait, on a la possibilité de faire changer les habitudes alimentaires de certaines populations de manière forte et avec des impacts qui soient positifs ou négatifs en agissant sur les environnements alimentaires. Ça passe par ce que les sciences cognitives ont mis en évidence, c'est qu'il y a des interventions qui appuient sur 3 leviers principaux, qui sont la capacité, l'opportunité et la motivation. Et que ça doit s'appliquer sur toute la chaîne alimentaire. Peut-être pour donner un exemple qui est un peu parlant, c'est l'exemple de la restauration collective qui peut être un levier très important pour faire changer les consommations alimentaires. Il y a une équipe de recherche à Dijon qui a collaboré avec le Crous de Dijon, qui a montré que si en fait on doublait l'offre de produits de repas végétariens dans les Crous, et bien en fait il y avait aussi une augmentation de la consommation de ces repas végétariens et que les étudiants étaient tout aussi contents. Donc en fait on voit qu'il y a des possibilités et que allons-y. Oui, parce que j'avais forcément une autre question derrière. Il y a le plus efficace, puis c'est quoi les leviers les plus faciles à mettre en place? Parce que on voit bien que tout ce qui touche à la réduction des produits animaux, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, ça soulève toujours beaucoup de levées de boucliers un peu stériles. Alors, c'est quoi qui est le plus facile pour avancer doucement? C'est pas facile comme question, mais... Non, parce que je vous pose des questions qui, je le sais, moi j'adorerais des réponses binaires, mais je sais évidemment qu'il ne peut pas y en avoir. Je vois qu'aujourd'hui, ce qui est fait, et ce qui a l'air d'être relativement facile et à coût peu élevé d'être fait, c'est des campagnes de sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, c'est bien, mais ça fait reposer la charge sur l'individu.
et on a besoin d'échelles collectives pour avancer beaucoup plus efficacement. Rendre le Nutri-Score obligatoire. Voilà, Alors, par il y a le exemple. Nutri-Score, il y a la coopération beaucoup plus avec la restauration collective notamment. Bon, il y a des leviers en fait, ils sont connus. A priori, ils ne sont pas faciles. Mais une des clés dans ce domaine de transformation des habitudes, c'est rendre acceptable ce changement. Oui, la question de l'acceptabilité, c'est une vaste question et elle est très importante. Donc l'acceptabilité pour qui? Si on parle des consommateurs, il faut que cette alimentation saine et durable, elle soit disponible déjà. C'est pas du tout le cas dans toutes les zones en France hexagonale et ailleurs. Il y a un rapport du CIVAM qui est assez intéressant à ce sujet, notamment, et d'autres études qui montrent que la disponibilité en aliments sains, elle n'est pas du tout la même selon là où on habite. Et il faut que cette alimentation, elle soit aussi accessible financièrement. Et là, du coup, il y a des initiatives dont Claire a parlé précédemment, par exemple la sécurité sociale de l'alimentation, qui sont super intéressantes dans ce qu'elles produisent, donc le fait de rendre une alimentation saine et durable à tout un chacun, mais aussi dans le processus de construction à l'échelle territoriale, fait par les citoyens pour les citoyens, donc de manière démocratique. Donc voilà, ces initiatives-là, elles sont intéressantes à tout point de vue. Merci Inès. Peut-être un petit mot sur la sécurité sociale de l'alimentation ? Oui, puisque voilà, de fait, ça nous, en tant que sécurité sociale, sans que branche de la sécurité sociale, forcément, ça nous interpelle. Et donc, c'est des initiatives qu'on souhaite regarder de près, parce que effectivement, il y a cette dimension collective d'organisation à l'échelle d'un territoire, avec donc des citoyens qui s'organisent, des producteurs locaux ou des collectivités locales aussi qui s'investissent sur ces sujets. Donc encore une fois, on voit bien que les initiatives viennent aussi des territoires, et Inès vient de le dire, ça implique des changements culturels, une façon de repenser aussi nos modes de consommation, nos modes de production, et ça se fait pas en un jour, mais on a besoin d'exemples concrets qui montrent que ça marche, et effectivement de pouvoir faire se rencontrer à cette échelle-là une offre saine et durable, de quelque part garantir aux producteurs des débouchés économiques viables, etc., à l'échelle d'une population. C'est quelque chose de très intéressant, puisque effectivement derrière les co-bénéfices pour les producteurs, pour les personnes qui vont donc se nourrir de manière saine et durable, et donc ensuite pour la collectivité, pour le système de santé, etc., sont potentiellement majeur. Donc voilà, le potentiel de généralisation de ces initiatives, il n'est pas encore connu, on n'est pas encore capable de le mesurer, mais la dynamique est quand même intéressante. Merci Claire. Kevin, alors c'est forcément un peu redondant avec, disons que ça permet d'explorer avec un regard complémentaire, avec votre double regard complémentaire, votre présentation tout à l'heure. C'est quoi les co-bénéfices santé-climat qui sont les mieux documentés aujourd'hui ? Là, je pense évidemment à la pollution, à la qualité de l'air. Oui, alors la pollution, encore une fois, historiquement, parce que c'est les mêmes modèles à peu près qui permettent de tracer des trajectoires de neutralité carbone en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de regarder les autres composants de l'atmosphère que sont les polluants. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec des modèles, c'est ce que je le fais pas, donc je m'imagine que ça marche comme ça, mais que certains modèles couplés permettent de simuler à la fois l'évolution des gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique.
atmosphérique. Et donc là-dessus, on a beaucoup de recherches et de résultats, à la fois empiriques et à la fois en projection sur ces co-bénéfices. Sur les recherches, sur les résultats empiriques et donc sur ce qui s'est passé par le passé, justement, récemment, on a eu une étude d'Airparif qui était très illustrative de ça. Donc à Paris, en une dizaine d'années, la qualité de l'air s'est améliorée, la pollution atmosphérique a diminué de moitié en 10 ans, à peu près, sous l'impact de réglementations européennes, de politiques locales et de politiques nationales. Cette réduction de moitié des pollutions atmosphériques, elle s'est traduite par un gain de santé à l'échelle de l'Île-de-France, un gain d'espérance de vie de près de 8 mois d'espérance de vie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et par le même temps, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports ont diminué de 25%. Donc là, on voit vraiment les différentes briques de ces convergences, réduction des émissions de gaz à effet de serre par des politiques, là encore une fois, qui ciblaient principalement le secteur des transports, et amélioration de la santé sur un temps, somme toute, sur une échelle de temps qui est du domaine du perceptible. Il y a eu une question tout à l'heure pour vous, une question de Anna. Vous nous avez présenté que du point de vue de la santé, tous les scénarios de décarbonation ne se valent pas, mais en existe-t-il un qui fasse plus consensus pour améliorer la qualité de l'air, l'alimentation et l'activité physique ? Alors, c'est pas une question facile parce que des scénarios de neutralité carbone, il y en a plein, c'est des combinaisons de solutions, on essaie de trouver des combinaisons qui soient crédibles, cohérentes, et justement ce qu'on est en train de faire dans ce programme de recherche, dans ce travail, c'est d'essayer de documenter dans chacun des scénarios de l'ADEME, mais encore une fois, il y a d'autres acteurs qui font d'autres scénarios, donc ce travail, on essaye aussi de mettre en place la méthodologie pour le faire, d'essayer de voir ce qui est le plus gagnant en termes de qualité de l'air, de nutrition, d'activité physique. Ce qui semble se dessiner quand même, c'est que, donc, pour le faire de manière très schématique, on a 2 leviers qui ne sont pas contradictoires pour atteindre la neutralité carbone. Le levier de la sobriété, qui est au sens du GIEC, c'est la combinaison d'efforts individuels et collectifs pour réduire la consommation d'énergie et de matière, ou des efforts, le levier technologique. C'est-à-dire que l'innovation technologique va nous permettre des gains d'efficacité et donc des réductions de gaz à effet de serre. Et on le comprend bien finalement, quand on va n'actionner que le levier technologique, on peut avoir des modifications sur notre environnement, par exemple sur la pollution de l'air, on peut trouver des moteurs de véhicules qui n'émettent plus de polluants, mais ce levier technologique ne va pas affecter les modes de vie, qui sont d'autres déterminants pour la santé. Et c'est par des politiques plus de sobriété, là, qu'on va affecter plutôt des leviers qui tiennent des modes de vie, donc l'activité physique, la nutrition, et quelque part, on sent qu'on a ce potentiel bien plus favorable à des questions de santé publique, de scénarios qui activent autant, voire ce n'est plus, le levier de la sobriété que ceux qui n'activent que le levier technologique. Alors du coup, on en vient à la décision publique, finalement. Là. Comment mieux intégrer ces bénéfices dans les décisions ? Comment vous travaillez avec les décideurs, avec ceux qui priorisent, avec les agglos peut-être ? Alors, ce travail, pour l'instant, on est dans du dialogue, on essaie de le faire connaître, on essaye d'identifier également quelles sont les temporalités ou les opportunités politiques pour mettre en avant ces co-bénéfices. Par exemple, les collectivités territoriales ont des plans climat, air, énergie, RO, il manque un truc. On ces plans climat qui doivent renouveler périodiquement, et c'est au moment de la renouvellement de ces plans climat, air, énergie qu'on peut quelque part essayer d'intervenir ou de discuter avec les collectivités pour essayer d'identifier dans ces plans, en tout cas de faire rentrer la dimension de la santé publique dans ces plans. On a ces moments-là et quelque part l'échelle territoriale est à la fois est plus efficace pour le faire que l'échelle nationale, mais il faut redoubler d'efforts parce que des collectivités territoriales, on en a quand même un sacré paquet. Mais d'autre part, il y a quelque chose qui est important aussi, je pense, et qui a été vraiment très visible dans les dernières semaines, c'est que cette décision publique, elle est aussi très largement captée en ce moment par des intérêts économiques ou des intérêts privés. Et là, s'il y a un domaine où ça a été vraiment très visible, c'est celui de l'alimentation. Vous avez peut-être suivi l'épopée de la SNANC, la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat.
où là, la semaine même où on avait dans le Lancet une publication sur les effets sur la santé, un consensus très fort, enfin toute la revue d'évidence sur l'alimentation ultra transformée et ses effets sur la santé, on a vu passer, il a été documenté que la référence dans cette SNANC, donc cette feuille de route nationale de la stratégie d'alimentation, a été caviardée et toute référence aux aliments ultra transformés a été supprimée. Peu de temps avant, on savait que toute référence à des objectifs de réduction de la consommation de produits d'origine animale et de viande avait également été retirée, vraisemblablement sous pression du ministère de l'Agriculture et de ses partenaires. On a vu à l'Assemblée nationale l'épopée du Nutri-Score qui est passé en première lecture, puis retoqué, où là aussi, on a quelque chose qui est quelque part qui dépasse l'entendement. Le Nutri-Score, dans des études auprès du grand public, on a une adhésion au Nutri-Score, on a un soutien des consommateurs au Nutri-Score qui est incroyable, et pourtant ça ne passe pas le cap de la décision publique, très vraisemblablement parce que, en tout cas nous, en tant qu'acteurs académiques, acteurs du climat ou qu'acteurs de la santé, on n'a pas les relais qu'il faut, ou on a les relais pas dans le bon ministère ou pas dans les bons ministères. Et là, il y a vraiment, je pense, collectivement une réflexion à avoir dans ce moment où on a peu de séquences politiques où tout ça a été aussi visible. Oui, parce que c'est quand même assez mystérieux tout ça, c'est bizarre en tout cas, pour le moins. On a les indicateurs, on peut arriver à prouver qu'il y a des co-bénéfices immédiats, qu'il y aura moins de morts, mais ça ne marche pas, mais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on y reviendra après. Paul Dournion, je le rappelle, vous êtes économiste de la santé, vous travaillez sur les inégalités sociales. Comment les politiques d'atténuation peuvent-elles réduire ou aggraver les inégalités de santé ? Ouais, bonne question, de mon point de vue. Alors, il y a une question, c'est un peu à tiroir, la réponse la plus facile, c'est simplement de considérer que toutes les crises sanitaires, en fait, de quelque nature qu'elles soient, elles ont des impacts différenciés sur les groupes sociaux. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête d'un choc de santé qui ne l'ait pas été. Et donc, en toute logique, toute politique qui serait de nature à réduire l'occurrence de ces crises aurait en creux, finalement, un effet vertueux sur la distribution sociale des états de santé. Mais enfin, ça, c'est évidemment, ça, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Ensuite, il faut vraiment s'intéresser, je pense, au coût et au contenu, en fait, en réalité au coût et aux résultats des politiques climatiques. Les résultats, il y en a de plusieurs natures. Il y a des résultats, ou des effets plutôt, des impacts qui sont uniformes. J'imagine, moi je ne suis pas expert de ça, mais j'imagine que les politiques de qualité de l'air, c'est le cas. Leur impact est uniforme sur toutes les personnes, c'est même leur charme, sur toutes les personnes d'un territoire. À l'inverse, donc on peut penser que sur le long terme, elles ont un effet d'atténuation, en tout cas neutre, voire d'atténuation sur les inégalités sociales de santé. Il y en a d'autres qui ont des effets plus vertueux sur l'état de santé des personnes les plus précaires, des groupes précaires. On peut penser sans doute aux politiques logement. Mais à l'inverse, il y a d'autres types de politiques qui, elles, dont les outils finalement sont distribués socialement. Je pense évidemment aux politiques qui visent la nutrition, l'activité physique, et dont on sait bien qu'elles ne sont pas pratiquées de la même façon selon les catégories sociales, et de la même façon pour lesquelles les messages ne sont pas saisis de la même façon selon les niveaux d'éducation ou d'autres caractéristiques sociales. Et là, on voit bien que si on n'y prend pas garde, si on n'accompagne pas ces politiques de plein d'instruments complémentaires, elles sont de nature, elles sont probablement de nature à engendrer davantage d'inégalités sociales. Et ensuite, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu des coûts. En fait, qui paye pour ces politiques ? Donc, ces politiques, pour la plupart, on peut imaginer qu'elles sont financées par l'impôt. L'impôt, il est progressif. Bon, mais il faut quand même aller vérifier si c'est bien le cas, si c'est bien l'impôt sur le revenu, je veux dire. C'est pas la TVA, d'autres choses, voilà. Et puis, il y a aussi qui paye a posteriori, je veux dire. Si on pense, par exemple, au coût de l'énergie, au coût des transports, qui, à la fin... ces politiques, elles ont des gagnants, elles ont des perdants, comme toutes les politiques. Et qui sont les perdants en réalité de ces politiques ? Les perdants économiques. Et qu'est-ce que ça engendre en termes de progressivité, régressivité sur les revenus ? Parce que ça engendre une redistribution en réalité. Si vous ne pouvez pas
parce que votre travail vous l'impose ou parce que l'endroit où vous habitez vous l'impose, réduire votre consommation d'essence, par exemple, votre utilisation de votre voiture, ou en tout cas vous considérez que vous ne pouvez pas le faire, évidemment, vous êtes dans une contrainte supplémentaire, donc un coût supplémentaire, et donc finalement dans un effet redistributif négatif de la réforme. Et donc dans ces cas-là, il faut envisager des politiques de compensation, en fait. Et donc tout ça, en fait, ça doit s'imaginer... ça doit s'anticiper en réalité, ce qu'on ne fait pas assez. On parlait d'interaction entre la recherche et l'action publique, c'est exactement ça. Ça doit s'anticiper au moment où on réfléchit à ces lois ou à ces politiques. Et ça doit aussi se réfléchir a posteriori, c'est-à-dire qu'on évalue sérieusement quels ont été les effets de ces politiques, ce qu'on ne fait pas peu pour le moment, je pense. L'évaluation des lois derrière, en tout cas des oui, effets. et l'évaluation en équité, c'est un élément hyper important. Enfin, dans mon domaine à moi, qui est le domaine des politiques de santé, disons, de soins, c'est un élément qu'on retrouve, c'est un fait stylisé qu'on retrouve de façon presque systématique. C'est-à-dire que les effets en moyenne sont, alors contradictoires, c'est pas le bon terme, mais sont un peu contre-intuitifs avec les effets en distribution. Une politique qui peut avoir un effet positif sur l'espérance de vie d'une population, elle s'accompagne très souvent d'effets divergents selon les groupes sociaux. Soit parce que les effets s'atténuent sur le spectre social, soit simplement parce que les effets ne vont même pas dans le même sens, le cas pour le tabac par exemple. C'est-à-dire que les groupes sociaux, par exemple désavantagés, ont continué à des trajectoires négatives, alors que les groupes sociaux plus avantagés se découvrent des trajectoires, empruntent des trajectoires positives. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre en œuvre, pardon, j'arrête. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre en œuvre. Évidemment, l'effet moyen, il est très important, il domine, mais enfin quand même, il faut vraiment les effets en équité, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans ce genre de politique. Et ça veut dire qu'il faudrait peut-être même avoir des lois adaptées territoire par territoire. Parce que chaque catégorie socio-professionnelle est différente, chaque territoire est différent aussi. Sauf que la loi, elle est pour tout le monde. C'est ça. Alors moi là encore, je vous parle plutôt comme un économiste de la santé et des inégalités de santé. C'est vraiment mon domaine, mais il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, ce qui fait la différence, davantage, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, les politiques locales, territoriales, elles sont cruciales. Et il y a deux enjeux. Là encore, il y a un enjeu très très fort à la fois de monitoring des besoins et d'évaluation, et ça veut dire aussi derrière d'ouverture des données, notamment des données administratives. C'est-à-dire les ouvrir, les rendre accessibles légalement, techniquement, parce que c'est compliqué, et de les croiser entre elles. C'est-à-dire qu'il faut en fait que les décideurs locaux, ceux qui sont en charge de ces politiques, soient en capacité, de dresser des éléments de constat, de faire des diagnostics. Voilà ce qui arrive sur mon territoire, ma commune, je ne sais pas, en termes d'état de santé, en termes d'exposition à ceci, à cela. Et ensuite, en deuxième étape, de regarder qu'est-ce qui est arrivé maintenant que j'ai augmenté la surface de mes espaces verts, rajouté des lignes cyclables ou toute autre chose qui me paraîtrait pertinent de faire. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de le faire. Voilà. Ça, c'est vraiment un point. Je ne sais pas si c'est un impensé. Je pense que c'est pas un impensé, il y a des débats là-dessus, c'est plutôt un refus de le penser, mais un immense retard. On a toujours l'Europe du Nord comme exemple. Alors pour le coup, là, le retard avec l'Europe du Nord, il est très important, et je pense que c'est un enjeu immense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cet enjeu immense sur la communication aussi, finalement, puisque on arrive de plus en plus à cartographier, ne serait-ce que les îlots de chaleur, par exemple. On en parlait dans une autre conversation. Bon, tiens, c'est curieux, les îlots de chaleur, ça concerne souvent les populations un petit peu oubliées, ou les quartiers sur lesquels on n'a pas très envie de travailler. Comment communiquer mieux, comment faire quelque chose dans l'action publique ? Mais là encore, en rendant les données disponibles de façon beaucoup plus large et beaucoup plus rapide. Les études que vous citez, il faut regarder le lag de temps qu'il y a eu entre la date du recueil des données et la date de publication de l'étude. En réalité, ces données-là, elles sont très peu accessibles au niveau local. Je ne sais pas si, par exemple, à vérifier, mais les ARS, par exemple, ont ce genre de données facilement accessibles. Les choses changent, donc je n'aurais pas... les municipalités, c'est sûr que non. Et en fait, ces acteurs, ils en ont besoin. Il faut leur redonner un rôle qu'elles ont envie de jouer. Et puis, je ne sais pas, il y a eu des débats récemment sur le rôle et la satisfaction des citoyens, des usagers vis-à-vis des différents personnels politiques. C'est le maire qui concentre tous les avis positifs. Mais donnons-lui... les gens demandent que ça, quoi. Sauf qu'on lui a retiré aussi des prérogatives.
Et il compense en surinvestissant sa charge, en étant sur le terrain en permanence, mais sans avoir forcément les possibilités d'agir. Claire, oui, sur cet aspect-là. Je voulais réagir là-dessus, parce que c'est vrai que on a initié là, depuis quelque temps du côté de l'assurance maladie une stratégie à destination des élus locaux. Et c'est vrai que c'est un retour qu'on a de ce besoin d'avoir des données, de l'information sur... alors, notamment sur les sujets d'accès aux soins et d'état de santé des populations. Donc, il y a une attente du côté des élus locaux et des territoires, visiblement, pour s'emparer de ces sujets, mais du coup, avec des données pour pouvoir actionner les bons leviers. Et alors, modestement, à notre niveau, on réfléchit à comment s'embarquer, pas uniquement sur des sujets de santé environnementale ou d'atténuation du changement climatique, sur des sujets d'accès aux soins aussi. Et donc, avec des partenaires comme, je pense, l'ARS ou Santé publique France, etc., je pense qu'on va être aussi en capacité de porter ces messages et d'embarquer, en tout cas l'objectif ça va être aussi d'embarquer les élus locaux sur ces enjeux santé-climat, parce que les leviers d'action dont ils disposent en termes d'aménagement du territoire, de mobilité, d'urbanisme favorable à la santé, ils sont cruciaux pour l'atteinte des objectifs dont on a parlé toute la journée. Et ce qui paraît évident, et vous l'avez bien montré, Kevin, tout à l'heure, c'est que parler santé, c'est sans doute un des meilleurs angles pour faire adopter certaines mesures, pour faire comprendre qu'il faut agir. Oui, donc sur ce point, on commence à avoir des éléments empiriques aussi, des études qui montrent que certaines personnes qui ne seraient pas très sensibles à des enjeux environnementaux peuvent l'être sur des enjeux de santé. Et donc, quelque part, ça peut diversifier un petit peu les stratégies de communication qu'on peut avoir autour de politiques sanitaires, environnementales ou climatiques, étant donné les convergences qu'on a sur tous ces enjeux. Je pense qu'il y a eu, encore une fois, une séquence dans l'actualité qui l'a aussi peut-être montré, faire ce lien, en tout cas, entre santé, environnement, climat, ça peut mobiliser des communautés scientifiques et des communautés d'acteurs plus forte. Je pense à la séquence qu'on a eue sur la loi du plomb, là encore, où le moment où l'opposition à la loi du plomb est montée d'un cran, je pense, c'est vraiment quand on a eu le lien des associations de malades, d'acteurs de la santé, de sociétés savantes, y compris. Donc il y a eu, dans la chronologie d'abord des sociétés savantes plutôt du domaine de la biologie ou de l'écologie qui se mobilisaient plutôt sur des aspects biodiversité, et puis ensuite on a vu des sociétés savantes de pédiatrie, d'endocrinologie, la Ligue contre le cancer, des associations de malades également, faire le lien, faire cette convergence avec des questions de santé et d'environnement, et c'est là où je pense que on a vu le sujet passer à un autre niveau, même si ça n'a toujours pas suffi. Oui, c'est ça, je rappelle que la loi du plomb a quand même été approuvée, adoptée. Il va y avoir une journée de débat. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Nous avons une... Ah non, je passe. Nous avons une question, qui n'est pas vraiment une question, ou si peut-être, mais peut-être qu'on est en train d'y répondre, de Fabien, je vais la lire. Votre volonté est remarquable. Je marque un temps, il faut prendre... Merci. Mais pourquoi les résultats des études que vous menez les uns et les autres ne sont pas suffisamment pris en compte par les politiques publiques ? C'est ce dont on est en train de parler. Et je vous vois mesurer vos propos en plus. Je vous vois faire attention à ce que... Mais c'est pas simple. On a un enjeu de les partager, de les diffuser le plus largement possible. Donc c'est sûr que faut qu'on trouve le moyen de le faire arriver jusqu'au cabinet des médecins. C'est ça, il ne faut pas baisser les bras. Et puis... Je peux peut-être répondre sur un aspect, c'est que, en tout cas, sur ces questions, en tant que pratique académique ces derniers temps, sur ces 3 ou 4 dernières années, l'effort en plus qu'on essaye de faire, c'est de faire vivre ces résultats, pas seulement dans le champ académique, mais y compris via des policy briefs, des notes de décision, comme celle que j'ai mentionnée, qu'on a rédigée avec l'aide de Paul notamment, ou une autre avec l'aide du think tank Santé mondiale 2030. Et donc, pour
pour permettre de mettre ces résultats sous une forme peut-être plus appropriable pour le politique, mais pas seulement pour le politique. Et ça, c'est important, c'est qu'on essaye aussi de faire vivre ces résultats et de les diffuser auprès d'autres parties prenantes que ça peut intéresser et qui sont mobilisées par ces questions. Je parlais par exemple, je pensais des résultats qu'on a sur les bénéfices liés dans les politiques de mobilité, les bénéfices santé et climat. Et ça, c'est des résultats qu'on essaye de faire diffuser aux associations d'usagers des transports, par exemple, qui peuvent s'en saisir. Peut-être qu'on met trop d'espoir ou d'attente dans le politique aussi, et peut-être qu'il faut essayer de diffuser ces résultats vers d'autres acteurs, la société civile notamment. Et la société civile est quand même assez importante, oui, pour le coup. D'autres éléments de rebond là-dessus? Parce qu'on reboucle un peu avec cette question du comment ne pas baisser les bras aussi quand on fait ce que vous faites au quotidien. Mais non, mais moi j'ai l'impression que le rôle de la recherche, on parle de ça, mais c'est quelque chose qui a été, les politistes l'ont assez bien théorisé dans le cycle de l'action publique, et finalement on revient un peu à ça. Enfin, je veux dire, notre rôle, comme chercheur, on n'est pas, le travail de chercheur, vous le savez, c'est pas simplement de poursuivre un objectif hédoniste, d'aller publier un papier dans une revue élitiste lu par 8 personnes dans le monde. C'est pas ça. C'est pas non plus un objectif administratif, ou je sais pas comment l'appeler, bureaucratique, de produire un rapport de plus parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut faire l'évaluation. Notre rôle, c'est quand même de, changer un peu le monde, et de participer en fait au cycle démocratique de l'action publique. On parle de participation des usagers, mais quand vous faites l'évaluation d'une loi, quand vous regardez vraiment d'une loi ou d'une réforme qu'on voit, vraiment comment ça a marché pour les gens. Mais c'est ça que vous faites en réalité. Et vous le faites de façon honnête et scientifique, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est comme le dire. Inès, par exemple, vous savez que sur ces sujets, vous le saviez au début, que vous alliez être face à des sphères d'influence assez importantes sur l'alimentation, sur l'agriculture, la viande. Oui, c'est sûr. On le voit, les forces des négociations sont très fortes d'un certain côté. Donc oui, c'est quelque chose que je sais, que j'anticipe et qu'on travaille au labo. Mes résultats n'ont pas encore été publiés, donc on verra ce qui se passe. Mais il faut que la recherche prenne son rôle aussi, donc allons-y. Oui, et sans oublier ce que Paul disait, effectivement, c'est fait de la recherche, mais c'est aussi pour agir derrière, et pour que ça fasse avancer. Exactement. Nous avons Raymond sur le chat. Alors, je ne vais pas lire, je suis désolé, mais je sais, Raymond, que vous nous encouragez à participer à la fresque de la finance. Donc, on imagine tout le raisonnement avant. Participer à la fresque de la finance pour comprendre aussi le cycle de l'économie, du système économique et financier. Merci. Une question peut-être pour vous, Kevin, de Agnès. L'ADEME travaille actuellement sur de nouveaux scénarios. Elle y intègre cette fois un bouclage biodiversité et eau. Et pour la santé publique, pour l'interrogation, savez-vous comment ces questions de co-bénéfices sont intégrées? Êtes-vous partie prenante? Alors, on est dans les discussions avec l'ADEME sur la mise à jour de ces scénarios, et effectivement, on le sait, la question de la biodiversité, elle souffre un peu par rapport à celle du climat qui est bien plus mise en avant pour diverses raisons. On a aussi des fortes zones de convergence entre des politiques favorables à la biodiversité, des politiques favorables au climat, des politiques favorables à la santé. L'IPBES, que vous connaissez sans doute, la plateforme internationale d'experts pour la biodiversité, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a d'ailleurs publié l'an dernier un rapport sur les liens entre changement climatique, santé humaine, sol, alimentation et un cinquième, un nexus sur plusieurs aspects. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport étudiait différents scénarios. Les scénarios les plus favorables au système alimentaire, donc nourrir toute la planète. Les scénarios les plus favorables au climat, les scénarios les plus favorables à la santé, les scénarios les plus favorables à la biodiversité. Et ce que montrent ces scénarios, c'est qu'on a des synergies très fortes. C'est-à-dire qu'on fait mieux quand on adresse toutes ces questions en même temps qu'en essayant de les additionner. Et donc là aussi, on a des synergies très fortes entre des politiques favorables à la biodiversité, au
au climat, à la santé, dans des scénarios favorables à la biodiversité par exemple. On sait que réduire l'usage des pesticides, faire plus d'alimentation bio est quelque chose de très favorable à la biodiversité. C'est favorable à la santé également, on commence à le montrer. Et on a cette convergence là aussi parce que les indicateurs, donc quand on regarde des analyses de cycle de vie des assiettes des consommateurs, il y a une très forte corrélation entre des assiettes qui ont nécessité beaucoup de pesticides et celles qui ont un poids climatique très fort. Dans l'étude qu'Inès a mentionnée tout à l'heure, en France, dans les consommateurs français, encore une fois, manger des régimes alimentaires, avoir une assiette alimentaire qui est la plus favorable à la nutrition réduit les impacts à la fois climatiques, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais à la fois en termes d'usage et de fréquence d'usage des pesticides. Donc là, on a une convergence très nette. Et nous, en tout cas, c'est vraiment le prochain chantier qu'on a dans notre équipe, c'est d'aller vers ces scénarios, de documenter ces co-bénéfices biodiversité santé, voire même biodiversité climat santé. Encore une fois, l'alimentation est peut-être le meilleur endroit pour le faire, et parce que on cible toujours le même facteur, la production d'aliments d'origine animale concentre des nuisances très fortes, mais y compris en termes de surface agricole. En France, à peu près 75% des céréales produites en France vont nourrir des animaux, pas des humains. Et donc tout ça concentre et que l'agriculture intensive telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est une des premières menaces sur la biodiversité. Donc on voit encore une fois tout ce paysage de convergence se dessiner, et ça va faire partie des prochains travaux je l'espère, qu'on va conduire dans l'équipe. Merci. J'ai envie, pour terminer, de vous poser ma question de fin, en gros. Ce serait quoi l'idée que vous aimeriez que le public, ici à l'hôtel de l'Industrie à Paris, et à distance sur les réseaux, qu'est-ce que les gens, vous aimeriez qu'ils en retirent quoi, là, comme idée toute simple, sur tout ce dont on vient de parler? Inès? Moi, je pense que ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est que avancer vers des politiques, en tout cas des mesures d'atténuation au changement climatique, ça peut engager des changements qui sont heureux, qui donnent à avoir des bénéfices en santé, mais aussi plein d'autres belles choses dans la manière dont ils peuvent être construits. Et voilà, donc ça peut être heureux. Ça peut être heureux. Merci Inès Mazurel. Claire Traon? Je vais aller un peu dans le même sens, de se dire que c'est vraiment une opportunité. On a cet objectif d'atténuation du changement climatique, d'adaptation, mais que c'est aussi une opportunité pour repenser. Alors on a parlé de notre façon de soigner tout à l'heure, de l'organisation du système de soins. Il y a effectivement aussi des gains en santé à faire du soin éco-responsable, à repenser notre consommation de médicaments, etc. Et même chose pour nos modes de consommation, nos modes de production largement. C'est une opportunité pour notre vie en société, une opportunité majeure pour améliorer la santé publique. Et ça peut se faire effectivement de façon dans la coopération et sans que ce soit non plus une contrainte trop forte, quoi. Donc c'est vraiment le message qu'il faut qu'on arrive à passer, et que chacun peut agir aussi à son niveau. Chacun peut agir, et c'est possible. Et ça fait du bien aussi d'agir, ça permet aussi de lutter contre une certaine anxiété. Paul Dournion. Moi, je voudrais je dois dire que Claire m'a un peu piqué mon idée, mais pour rebondir un peu dessus, je pense que c'est peut-être aussi une opportunité, pour le dire autrement, de réfléchir ou de trouver d'autres façons de réguler le système de santé, parce qu'on voit bien qu'on a du mal à réguler ce système. Vous avez tous suivi les débats récents et les découvertes abyssaux de l'assurance maladie. On a beaucoup de mal à le réguler.
et peut-être que ça peut nous donner une nouvelle opportunité de réfléchir à tous ces instruments. Parce que, enfin, on a parlé de sobriété, mais les questions de sobriété, enfin, on aurait pu les traiter il y a 40 ans en réalité. Hein. Le reconditionnement des médicaments, c'est pas qu'un enjeu climatique. Enfin, je veux dire, il y en a plein. Enfin, le fait d'éviter les examens surnuméraires, c'est la même chose. Ça fait bien longtemps qu'on aurait pu régler, mais en réalité, on ne sait pas le faire. En tout cas, on n'y arrive pas. Donc, ça sera peut-être une occasion de le faire autrement et de remettre ces questions-là sur la table. Voilà. Et le tout avec joie, avec enthousiasme. Kevin Jean, pour finir. Pour finir, non, mais de façon très résumée, je dirais que le message à retenir, c'est que tout ce qui est bon pour le climat, ou presque, est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour le climat et la santé peut être pensé sous une façon qui réduise les inégalités sociales de santé, donc qui améliore quelque part l'équité des politiques publiques, et qui soit fait également dans un sens qui permette un meilleur bien-être pour toutes et tous, pour faire le lien avec ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette partition à 4, à 5. Merci. On peut effectivement vous applaudir chaleureusement. Merci.